Je m'appelle Connor, j'ai 34 ans. Et jusqu'à la semaine dernière, je pensais avoir fait la paix avec mon rôle dans la famille. J'étais le fantôme, celui sur qui on peut compter, celui qui réparait le toit et payait les factures mais n'obtenait jamais la gloire qui revenait à Sébastien. Mais avant de vous raconter comment mon propre frère a troqué l'honneur de ma vie pour un mensonge, dites-moi d'où vous écoutez dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux et ça m'aide à me sentir un peu moins seul dans ce pétrin. C'était un mardi lorsque j'ai engagé mon Ford F-150 de 2018 dans l'allée familière à Auburn. Le camion n'est pas luxueux. Il a quelques égratignures sur le pare-choc et le compteur kilométrique dépasse les 120 000 miles, mais il est payé. Il est fiable, tout comme moi. Je me dirigeais vers la maison de mes parents pour récupérer mes dernières boîtes. J'avais enfin acheté un petit logement à moi près de l'usine Boeing où je travaille comme ingénieur en sécurité, et je voulais vider mon ancienne chambre pour que maman puisse enfin la transformer en l'atelier de bricolage dont elle parlait depuis une décennie. En arrivant, le contraste m'a frappé comme une gifle. Garée en plein milieu de l'allée, bloquant le passage vers le garage, se trouvait une bête de machine, une Lucid Air Saphir, noire de minuit. Elle ressemblait moins à une voiture qu'à un vaisseau spatial qui aurait décidé d'atterrir sur l'asphalte fissuré de mes parents. Je connaissais cette voiture. Pas personnellement, bien sûr. Je gagne un salaire décent, mais pas de quoi s'offrir une voiture à $250 000. Je la connaissais par les magazines. C'était le nouveau symbole de statut pour l'élite des Tech Bros, un monstre électrique qui coûtait plus cher que la maison entière de mes parents. Et appuyé contre elle, portant un costume trop serré au mauvais endroit et des lunettes de soleil qui coûtaient plus cher que les pneus de mon camion, se trouvait Sébastien, mon jeune frère, l'enfant prodige. Et, grand frère. Sébastien fit un signe de la main, affichant un sourire qui charmait autrefois les professeurs pour qu'ils changent ses notes. Fais attention à la peinture. Ouais, cette beauté est toute neuve. Je me suis garé sur l'herbe, coupant le moteur. Belle location, Seb. Qui essaie-tu d'impressionner? Son sourire vacilla une fraction de seconde. Juste un bug dans la matrice avant de revenir, plus éclatant et plus faux qu'avant. Location, s'il te plaît. C'est une location-vente. Ça fait partie de la nouvelle image. Il faut avoir l'air du rôle pour l'obtenir, Connor. Les investisseurs ont besoin de voir le succès. Je n'ai pas discuté. Je savais que Sébastien n'avait pas eu d'emploi stable depuis 2 ans. Il se disait entrepreneur, ce qui signifiait surtout qu'il pariait sur la crypto et demandait à maman des prêts relais qui n'étaient jamais remboursés. Mais ce n'était plus mes affaires. Je voulais juste mes affaires. Je suis passé devant lui, ignorant la façon dont il caressait amoureusement le capot de la Lucide, et je suis entré. La maison sentait le rôti de bœuf et le polish au citron. C'était l'odeur de mon enfance. Une odeur qui me faisait autrefois sentir en sécurité, jusqu'à ce que je réalise que cette sécurité était conditionnelle. Connor, c'est toi. La voix de maman venait de la cuisine. Ouais, maman. Je viens juste chercher ma malle et la boîte en métal. Oh, bien. Nous avons besoin de place. Sébastien organise un dîner ici pour ses garçons d'honneur la semaine prochaine. Et nous devons nous débarrasser de ce fouillis. Du fouillis? C'est ce que 10 ans de service dans les forces spéciales de l'Air Force représentaient pour elle. Du fouillis. J'ai monté les escaliers jusqu'à mon ancienne chambre. Elle était déjà à moitié transformée. Mes affiches étaient enlevées. Le lit était défait. Mon bureau, où j'étudiais pour la SVAB jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, était couvert d'échantillons de tissu pour le mariage de Sébastien. Je suis allé au placard, étagère du haut, côté gauche. C'est là que je la gardais. Une simple boîte en chêne polie avec un loquet en laiton. À l'intérieur se trouvaient les représentations physiques d'une décennie de ma vie, les médailles de campagne, les citations, et la purple hâte que j'ai reçue après qu'un IED a fait exploser notre convoi près d'Alep. Et sous la doublure de velours, cachée à la vue, se trouvait la seule médaille que je ne portais jamais, celle avec le numéro de série HUMZ2QF. J'ai tendu la main vers le haut, ma main a rencontré le vide. J'ai froncé les sourcils, me mettant sur la pointe des pieds pour tâter l'étagère. De la poussière. Rien que de la poussière. Mon cœur a eu un battement lent et sourd contre mes côtes. J'ai baissé la main et j'ai balayé le sol du placard du regard. Peut-être qu'elle était tombée. J'ai déplacé de vieilles boîtes à chaussures, repoussé des manteaux d'hiver qui sentaient la naphtaline. Rien. Maman, ai-je appelé,
ma voix plus tendue que je ne le voulais. Je suis retourné sur le palier. Elle est apparue en bas des escaliers, s'essuyant les mains sur un torchon. Qu'y a-t-il, Connor? Pas besoin de crier. Où est ma boîte? Celle en chaîne avec mes médailles. Elle a agité la main d'un air dédaigneux. Oh, ça. Je crois que Sébastien a déplacé quelques trucs quand il cherchait. Oh, je ne sais pas. Quelque chose pour le mariage. Demande-lui. J'ai senti un picotement froid à la base de mon cou. Sébastien ne déplaçait pas les choses. Sébastien prenait. Je suis redescendu, sautant les 2 dernières marches, et je suis sorti par la porte d'entrée. Sébastien était toujours près de la voiture, parlant fort dans son téléphone. Ouais, la bague est en train d'être polie. Je te l'ai dit, chérie, elle avait juste besoin d'être redimensionnée. Mardi? Ouais, je peux la porter à l'expert mardi. Ne t'inquiète pas, elle est impeccable. Il m'a vu arriver et a raccroché précipitamment. Ouais, doucement, soldat. On dirait que tu es prêt à défoncer une porte. Où est-elle, Seb? Où est quoi? Il a feint l'ignorance, inspectant ses ongles. Ma boîte. Les médailles. Elle était dans mon placard. Il a poussé un soupir. Le genre de soupir qu'on fait à un bambin qui n'arrête pas de demander des bonbons. Oh, ce vieux bazar. Écoute, Connor, ne panique pas. Je l'ai emprunté. Emprunté? Je me suis approché de lui, dans son espace personnel. Il a tressailli, reculant contre la voiture à 250 000 $. On n'emprunte pas des décorations militaires, Sébastien. Où sont-elles? J'avais besoin de quelques accessoires. Il mentait. Je le voyais dans ses yeux. Le même regard fuyant qu'il avait quand il a cassé les clubs de golf de papa et a accusé le gamin du voisin. Pour une séance photo, pour l'esthétique du mariage, une ambiance de héros vintage. Tu sais. J'ai dit, tu mens. Où sont-elles vraiment? Il a ri. Un son nerveux et aigu. Mon Dieu, tu es si intense. C'est pour ça que Sarah pense que tu fais peur. Écoute, je les ai mises dans un garde-meuble. Je te les rendrai la semaine prochaine, une fois que les choses du mariage se seront calmées. Promis. Un garde-meuble où? Juste un box en ville. Je n'ai pas la clé sur moi. Je l'ai attrapé par le col. Je ne voulais pas. C'était un réflexe. Le réflexe de quelqu'un qui sait qu'on se joue de lui. Ouvre le coffre, Seb. Est-ce qu'elle est dans la voiture? Et, lâche-moi. Il m'a repoussé. Il était mou, sans condition physique, mais il avait la confiance de quelqu'un qui savait que maman regardait. Connor. La voix de papa a retenti depuis le garage. Frank Mitchell se tenait là, le visage rouge. Qu'est-ce que tu crois que tu fais, bon sang? Éloigne-toi de ton frère. Il a volé mes médailles, papa, ai-je dit, sans quitter Sébastien des yeux. Voler? C'est un mot fort, dit papa en s'approchant et en posant une main protectrice sur l'épaule de Sébastien. Il a dit qu'il les avait empruntés. Il est sous une pression énorme avec ce mariage. Connor, tu sais à quel point c'est stressant. Pourquoi dois-tu toujours en rajouter? C'est une propriété fédérale, papa. Et c'est ma propriété. C'est de l'étain et du ruban, Connor, lança papa. Ça prend la poussière dans un placard. Si ton frère avait besoin de le déplacer pour faire de la place ou de l'utiliser pour une présentation, laisse-le faire. C'est lui qui se marie. C'est lui qui construit un avenir. Ne peux-tu pas être heureux pour lui pour une fois au lieu de déclencher une guerre pour de vieux souvenirs? Je les ai regardés, tous les trois, un front uni. Papa le complice, maman la protectrice, et Sébastien le parasite qui se nourrissait d'eux. De vieux souvenirs, répétai-je doucement. Cette purple hâte qui représente les éclats d'obus qu'ils ont retirés de ma jambe. Tu te souviens de ça? Ou étais-tu trop occupé à payer la 3e tentative de Sébastien à l'université? Ça suffit, dit maman en sortant. Connor, tu mets tout le monde mal à l'aise. Rentre chez toi. Sébastien te rendra ta boîte quand il aura fini avec. Va-t'en. J'ai regardé Sébastien. Il souriait narquoisement derrière l'épaule de papa. Il a articulé les mots « dégage ». Je me suis retourné et j'ai marché vers mon camion.
Je n'ai pas claqué la portière. Je n'ai pas démarré en trombe. J'ai mis le moteur en marche, j'ai vérifié mes rétroviseurs et je suis parti. J'avais été entraîné à rester calme sous le feu, à évaluer la situation avant d'agir. Et mon évaluation était simple. Il mentait. Quand je suis rentré à mon appartement, je ne suis pas allé dormir. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je connaissais Sébastien. Je savais qu'il ne se souciait pas d'une ambiance de héros vintage. Il se souciait de l'argent. De l'argent rapide et facile. Il avait mentionné une retouche pour la bague. Il avait mentionné un expert. Et il conduisait une voiture qui coûtait $250 000 alors qu'il demandait à maman de l'argent pour les courses le mois dernier. Le calcul ne tenait pas. Je me suis connecté à eBay. J'ai commencé à chercher. Médaille de l'US Air Force, Purple Hat authentique, pièce de monnaie des opérations spéciales. Rien au début. Puis j'ai essayé les annonces locales, Craigslist, Facebook Marketplace, et c'est là que je l'ai trouvé. Une annonce sur un forum de collectionneurs militaires de niche. Le nom d'utilisateur était LuxLeaf82. Collection de médailles militaires américaines authentiques. Le propriétaire a besoin d'argent rapidement. $250 ou meilleure offre. Expédition en 24 heures disponible. La photo était floue. Prise sur un couvre-lit. J'ai reconnu que c'était la couette de la chambre d'amis chez mes parents. Mais je pouvais les voir, ma vie étalée comme des objets de vide-grenier. Et juste là, dans le coin de la photo, se trouvait le dos de la médaille de citation spécifique. J'ai zoomé. La résolution était juste assez élevée. MZ2QF. Mon sang s'est glacé. Il n'avait pas seulement vendu mes médailles. Il avait vendu la seule pièce de métal qui n'était pas censée exister. Celle qui était techniquement une propriété classifiée du gouvernement américain à cause de la puce intégrée dans son boîtier. J'ai regardé l'horodatage, vendu. Le nom d'utilisateur de l'acheteur était Damascu-Bastille. Je me suis adossé à ma chaise, la lueur de l'écran illuminant mon appartement sombre. Sébastien ne savait pas ce qu'il avait fait. Il pensait qu'il mettait en gage un bibelot pour payer ses mensonges. Il venait de commettre une trahison, et il l'avait fait pour $250. Je suis resté à fixer l'écran jusqu'à ce que les pixels semblent se graver dans mes rétines. Vendu. Parti pour $250. Ça ne couvrirait même pas la taxe sur les pneus de la Lucide qu'il conduisait. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Sébastien. Je suis tombé sur sa messagerie vocale. J'ai rappelé, encore et encore. Au 4e essai, il a décroché, l'air agacé et légèrement ivre. Mec, sérieusement. Je t'ai dit que je te les rendrais la semaine PR, à qui les as-tu vendus, Sébastien? Ma voix était d'un calme mortel. C'était la voix que j'utilisais pour appeler des coordonnées pour une frappe aérienne. Il y eut un silence à l'autre bout, une longue et lourde pause, puis un rire nerveux. Je ne sais pas de quoi tu parles. Utilisateur LuxLeaf82. Forum de collectionneurs militaires. $250. Tu les as vendus hier à 16h15. Et alors, lança-t-il, laissant tomber la comédie. Et alors si je l'ai fait? Tu ne les utilisais pas. Elles étaient juste dans une boîte, Connor. J'avais besoin d'argent. Tu as une Lucide Air Saphir dans l'allée, Sébastien. Tu prétends être un grand investisseur. Et tu avais besoin de $250 au point de voler ton frère. Ce n'est pas à cause de la voiture, cria-t-il, sa voix se brisant. C'est. Écoute, c'est compliqué. J'ai eu un problème de liquidité. Mes actifs sont bloqués en crypto. J'avais besoin d'argent maintenant pour un acompte. Un acompte pourquoi? Pour rien qui te regarde. Écoute, je t'en achèterai des neuves. J'ai regardé sur Amazon. Tu peux avoir ces rubans pour $10 pièce. Je t'achèterai un tout nouveau support, brillant et neuf. Mieux que cette vieille collection sale que tu avais. Tu n'as pas vendu des objets, Sébastien. Tu as vendu mon service. Et tu as vendu quelque chose que tu n'aurais pas dû toucher. Arrête de faire ton dramatique. Personne ne se soucie de ton complexe de faux héros. Je dois y aller. Sarah pose des questions sur la bague. La bague, dis-je, une pièce du puzzle s'emboîtant. Tu as mentionné un expert plus tôt. La bague est fausse, Seb? Va au diable, Connor.
La ligne est devenue silencieuse. Je ne l'ai pas rappelé. J'ai appelé papa. Je devais les avertir. Même après tout, ils étaient toujours ma famille, et la tempête qui approchait allait être biblique. Papa, écoute-moi attentivement, dis-je dès qu'il décrocha. Connor, si c'est encore à propos de la boîte, je ne veux pas en entendre parler. Ta mère pleure. Elle dit que tu es parti en furie comme un maniaque. Papa, Sébastien a vendu les médailles. Il les a vendues en ligne à un étranger. Eh bien. Papa hésita. Il n'aurait pas dû faire ça sans demander. C'est sûr. Mais c'est ton frère. Il avait probablement besoin d'argent pour quelque chose d'important pour le mariage. On peut régler ça en interne. Combien valait-elle? Je te ferai un chèque. Tu ne peux pas faire un chèque pour ça, papa. L'une de ces médailles. Elle n'est pas normale. Elle a un numéro de série. C'est un identifiant classifié. C'est un équipement strictement contrôlé. Oh, arrête ça, se moqua papa. Tu étais sergent technique, Connor, pas James Bond. Arrête d'inventer des histoires pour mettre ton frère dans le pétrin. Tu es jaloux. Tu as toujours été jaloux parce que Sébastien a le charisme et le physique, et toi, tu es juste. Toi. J'essaie de le sauver de la prison fédérale, papa. Je raccroche maintenant, dit froidement papa. Et ne t'avise pas de venir au dîner de répétition vendredi, à moins d'être prêt à t'excuser auprès de ton frère pour l'avoir accusé de vol. L'appel a pris fin. J'ai regardé le téléphone, ressentant un mélange de nausée et de rage. Il n'écoutait pas. Il n'écoutait jamais. Je suis retourné à l'ordinateur. Je devais trouver Damascus-Bastille. Je devais savoir où allait ce colis. Si je pouvais l'intercepter, peut-être que je pourrais arrêter ça avant que l'OSI, le Bureau des enquêtes spéciales, ne s'en mêle. J'ai affiché la version en cache de la page de vente. J'ai fouillé dans le code source à la recherche de métadonnées. Rien. Le forum était sécurisé. Mais je me suis souvenu de quelque chose. Sébastien est paresseux. C'est l'être humain le plus paresseux que je connaisse. Il n'irait pas à la poste. Il utiliserait un service de messagerie qui vient chercher le colis à la maison. Je me suis connecté au compte FedEx partagé de notre famille, un compte que j'avais créé il y a 5 ans pour l'entreprise de bricolage de maman et dont je ne m'étais jamais retiré. C'était là. Une collecte prévue pour hier après-midi. Destination, une boîte postale à Arlington, en Virginie. Mon estomac se noie. Arlington. Ce n'était pas un collectionneur. C'était près de la rocade de Washington. J'ai cliqué sur les détails du destinataire. Le nom n'était pas Damascus-Bastille. C'était H. Henderson. J'ai fait une vérification rapide des antécédents en utilisant des outils de renseignement open source que j'utilisais pour le travail. H. Henderson, ancien officier de logistique, renvoyé pour conduite déshonorante en 2018, soupçonné d'avoir des liens avec des acheteurs étrangers cherchant de la technologie militaire américaine. Sébastien n'avait pas vendu mes médailles à un fan. Il les avait vendues à un rustler, un intermédiaire qui achetait des objets de bravoure volés pour en extraire des données ou les revendre à des services de renseignement étrangers cherchant des identifiants authentiques pour falsifier des accréditations. Et la médaille spécifique, la Z2QF, était une clé biométrique. Elle était passive, ce qui signifie qu'elle n'émettait pas de signal, mais si vous la scanniez avec la bonne fréquence, elle confirmait que le porteur avait une habilitation de niveau 1. Elle était conçue pour que, si nous opérions en civil en territoire hostile, nous puissions prouver notre identité aux équipes d'extraction sans transporter de papier. Si cette médaille se retrouvait en Iran ou en Russie, il pourrait faire de l'ingénierie inverse sur la fréquence. Il pourrait compromettre tout le protocole d'extraction pour les agents actifs au Moyen-Orient. Je n'avais plus affaire à un vol anodin. J'avais affaire à une atteinte à la sécurité nationale. J'avais un choix. Je pouvais conduire jusqu'à la maison de mes parents, plaquer Sébastien, lui faire avouer la vérité et essayer de récupérer le colis. Mais il était déjà livré. Il était en Virginie. Je devais le signaler. Je suis resté assis là pendant 1 heure, à fixer le téléphone. Si je passais cet appel, la vie de Sébastien était finie. Le mariage était fini. Ma relation avec mes parents était finie. Mais si je ne passais pas l'appel et que cet identifiant était utilisé pour tendre une embuscade à une équipe de SEALS ou compromettre une planque, ce sang serait sur mes mains.
L'endurance n'est pas l'amour, me suis-je murmuré, répétant un mantra que j'avais appris à l'école de survie. C'est l'abandon. J'avais enduré la négligence de mes parents pendant 30 ans. J'avais enduré l'intimidation et l'égoïsme de Sébastien, mais je n'abandonnerai pas mon serment. J'ai pris le téléphone et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 3 ans. Bureau local de l'OSI, Washington, ligne du Major High. Ici l'ancien sergent-chef Connor Mitchell. Numéro de service 899 à 44 Alpha. Je dois signaler une atteinte à la sécurité de classe 1 impliquant du matériel sensible. MZ2QF. Il a été vendu à une cible civile. Restez en ligne, sergent. La voix à l'autre bout du fil s'est instantanément durcie. Ne raccrochez pas. J'ai attendu. J'ai regardé par la fenêtre la pluie qui commençait à tomber. J'ai imaginé Sébastien dormant profondément dans ses draps coûteux, rêvant de sa fausse vie, complètement inconscient que le marteau était armé, et que je venais de relâcher la gâchette. Les 48 heures suivantes furent un brouillard de silence. Je suis allé travailler chez Boeing, j'ai passé mon badge, je me suis assis à mon bureau et j'ai fixé des lignes de code qui n'avaient aucun sens. J'attendais l'explosion. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. C'est arrivé le jeudi matin. J'étais en réunion sur la défense par drone du périmètre quand mon téléphone a vibré. Puis il a vibré à nouveau, et encore. Un bourdonnement continu contre la table en acajou. J'ai jeté un coup d'œil. Papa, 12 appels manqués. Maman, 8 appels manqués. Sébastien, 3 appels manqués. Puis un texto de papa, ils sont là. Fais quelque chose. Je me suis excusé de la réunion, mes jambes comme des tuyaux de plomb. Je suis sorti dans le couloir et j'ai appelé papa. Connor. Il hurlait. Je n'avais jamais entendu mon père hurler comme ça. Ce n'était pas de la colère. C'était de la terreur pure et sans mélange. Il défonce la porte. Des hommes avec des armes. Ils ont ton frère par terre. Papa, calme-toi. Qui est là? Le FBI? L'armée? Je ne sais pas. Ils sont partout. 2 SUV noirs. Ils ont traversé la pelouse. Ils ont Sébastien menotté. Connor, dis-leur. Dis-leur que c'est une erreur. Dis-leur qu'il a juste emprunté la boîte. Je ne peux pas faire ça, papa. Comment ça, tu ne peux pas? Tu es le militaire. Règle ça. En arrière-plan, j'ai entendu une voix amplifiée par un haut-parleur, aiguë et métallique. Frank Mitchell, retournez à l'intérieur de la résidence. N'approchez pas les agents. Papa, écoute-moi, dis-je en m'appuyant contre le mur froid du couloir du bureau. Y a-t-il un agent nommé Hay là-bas, ou un agent Vance? Je ne connais pas de nom. Ils mettent en pièces la Lucide. Ils mettent en pièces le garage. Ils prennent les ordinateurs. Papa, Sébastien a vendu du matériel classifié. Je te l'ai dit. Il a vendu un bout de ferraille. Il avait besoin d'argent pour la bague, sanglota papa. La bague était fausse, Connor. Il a acheté un faux diamant et il devait le changer avant que Sarah ne le découvre. Il essayait juste de sauver son mariage avant qu'il ne commence. C'est juste un garçon qui fait une erreur. C'était donc ça. La confirmation. Sébastien avait acheté un zircon cubique ou du verre, l'avait présenté à Sarah comme un diamant, et avait paniqué quand elle avait voulu l'assurer. La Lucide Air était probablement louée avec une carte de crédit volée ou un prêt prédateur. Toute sa vie était un château de cartes, et il avait utilisé mon dossier de service comme une cale pour l'empêcher de s'effondrer. Il a commis un crime fédéral, papa. Il n'y a rien que je puisse faire. Tu as fait ça, siffla papa. La peur dans sa voix fut remplacée par le venin. Tu les as appelés, n'est-ce pas? Espèce de petit. Jaloux et méchant. J'ai fait mon devoir. Tu n'as pas de frère, dit papa. Et tu n'as pas de père. Ne t'avise pas d'approcher de cette maison. La ligne est devenue silencieuse. Je suis resté là, le silence du couloir m'oppressant. J'avais l'impression de flotter. Pas de frère, pas de père. Ça aurait dû faire mal. Ça faisait mal, comme un membre fantôme. Mais il y avait aussi une étrange et froide clarté. Je suis retourné à mon bureau, j'ai fait mon sac et j'ai dit à mon patron que j'avais une urgence familiale.
Le temps que j'arrive à mon appartement, la vidéo était déjà virale. Ma voisine, Madame Higgins, une femme qui passait sa vie à épier à travers les stores, avait tout filmé. La vidéo sur TikTok s'intitulait « Descente du SWAT en banlieue, un gosse de riche arrêté ». On y voyait Sébastien en pyjama de soie, traîné hors de la maison. Il ne jouait plus les durs. Il sanglotait, la morve coulant de son nez, criant « C'était une blague. C'était juste eBay. Mon frère me les a donnés. » La caméra se déplaçait vers l'allée où une dépanneuse accrochait la Lucide Air Saphir. Puis elle montrait ma mère criant sur un agent, le frappant à la poitrine avec ses poings jusqu'à ce qu'elle soit doucement mais fermement maîtrisée. Les commentaires étaient brutaux. LOL. Le crypto-bro s'est enfin fait prendre. Qu'a-t-il fait? Vendu de la drogue. Je parie que papa ne peut pas le sortir de là. Mais ensuite, le récit a commencé à changer. Ce soir-là, une nouvelle vidéo est apparue. C'était la fiancée de Sébastien, Sarah, ou plutôt son ex-fiancée. Elle était assise dans sa voiture, sans maquillage, les yeux rouges. « Je veux juste dire, dit-elle à la caméra, la voix tremblante, que je n'en avais aucune idée. Je pensais que c'était un homme d'affaires prospère. Il m'a dit que la bague était un héritage de famille. Il m'a dit que la voiture était une prime d'une fusion. Aujourd'hui, le FBI m'a dit que la bague est en verre et que l'argent qu'il a utilisé pour l'acheter provenait de la vente de la Purple Hat de son frère. Connor, si tu vois ça, je suis tellement désolé. Je ne savais pas que c'était un monstre. » Cette vidéo a explosé, mais Internet est une bête capricieuse. Tandis que la moitié du monde attaquait Sébastien, l'autre moitié, mobilisée par mes parents, a commencé à m'attaquer. Ma tante a posté sur Facebook, mon neveu Connor a appelé la police sur son propre petit frère pour un malentendu. Comportement dégoûtant. La famille passe en premier. Mes cousins ont renchéri, imaginez envoyer votre frère en prison pour quelques vieilles médailles. Connor a toujours été froid. Puis l'email est arrivé des RH de la division sécurité de Boeing. Objet, mise à pied administrative. Monsieur Mitchell. En raison de l'enquête fédérale en cours impliquant votre famille immédiate et de la nature de votre habilitation de sécurité, nous vous plaçons en mise à pied administrative non rémunérée avec effet immédiat, en attendant le résultat de l'enquête de l'OSI. J'ai fixé les mots « non rémunéré ». Mon salaire avait disparu. Ma famille avait disparu. Ma réputation ne tenait qu'à un fil. Je me suis versé un whisky. Je ne buvais pas souvent, mais ce soir, j'avais besoin de brûler le nœud dans ma gorge. On a frappé à ma porte, pas un coup de police, un coup régulier et rythmé. J'ai ouvert. Debout, se tenait un homme en costume gris. Il était plus âgé, avec des cheveux comme de la laine d'acier et des yeux qui avaient tout vu. Connor Mitchell? Oui. Je suis le lieutenant-colonel Marcus Hay. De l'OSI. Nous devons parler. Suis-je en état d'arrestation? Non, dit Hay en entrant sans attendre d'invitation. Mais votre frère chante comme un pinson, et il essaie de tout vous mettre sur le dos. Il prétend que vous lui avez donné les médailles. Il prétend que vous lui avez dit de les vendre à Henderson pour financer un investissement commun. J'ai ri. C'était un son sec et sans humour. Et vous le croyez? Je ne crois rien avant d'avoir vu les preuves, dit Hay en regardant mon appartement spartiate et propre. Mais Henderson est en détention. Nous avons intercepté le colis. Le Z2QF est en sécurité. Cependant, Henderson prétend qu'il avait une source à l'intérieur de l'unité des tactiques spéciales. Votre frère est trop stupide pour être cette source. Il n'est que le livreur. Hay se tourna vers moi, ses yeux me transperçant. C'est un gâchis, Mitchell. Si vous voulez laver votre nom, vous devez venir à Washington. Il y aura une audience, un tribunal à huis clos. Quand? Demain. Faites un sac et apportez un costume. Un vrai. Je n'ai pas d'avocat, dis-je. Je ne peux pas me payer un avocat de la défense de haut niveau avec un salaire de mise à pied non rémunéré. Hay s'arrêta à la porte. Vous n'avez pas besoin d'avocat si vous dites la vérité. Mais si vous mentez pour protéger votre famille, je vous enterrerai juste à côté de votre frère. Il est sorti. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, le regardant partir. J'ai alors réalisé que la bataille n'était pas terminée. Elle se déplaçait simplement sur un nouveau champ de bataille. Le trajet jusqu'à DC a duré 4 heures, mais j'ai eu l'impression que c'était 4 ans.
Je portais mon uniforme de service. C'était le seul costume que j'avais qui inspirait le respect, même si j'étais techniquement un civil maintenant. Il était un peu plus serré à la poitrine qu'avant. Mais les rubans avaient disparu. Ma poitrine était nue. J'avais l'impression d'aller au combat sans fusil. J'ai vérifié mon téléphone à une heure de repos. La guerre sur Internet faisait rage. Sébastien avait payé sa caution. Dieu sait comment. Probablement que maman avait réhypothéqué la maison. Et maintenant, il se déchaînait. Il avait posté une vidéo intitulée « La vérité sur mon frère ». Dans la vidéo, Sébastien avait l'air pitoyable. Il portait une minerve. Pourquoi? Je ne l'avais pas touché. Et il parlait doucement. Connor a un SSPT, ment-il sans embâche. Il est confus. Il m'a donné la boîte. Il a dit, Seb, prends ça. Je ne veux pas des souvenirs. Je l'ai vendu pour l'aider à payer sa thérapie. Et puis il a pété les plombs et a appelé les fédéraux. J'aime mon frère, mais il est malade. Les commentaires étaient écœurants. Pauvre gars. Les vétérans ont besoin d'aide, pas d'être diabolisés. Connor a l'air instable. Attendez, la fiancée n'a-t-elle pas dit qu'il l'avait volé? C'est une croqueuse de diamants. Elle ment aussi. J'ai jeté le téléphone sur le siège passager. Mon propre frère utilisait ma santé mentale, une santé parfaitement saine, pour couvrir ses crimes. Quand je suis arrivé au bureau local de l'OSI, l'atmosphère était stérile et froide. On m'a escorté dans une salle d'attente. Pas de fenêtre, juste une table en acier et 3 chaises. Je suis resté assis là pendant 2 heures. C'était une tactique psychologique. Le faire attendre. Le faire transpirer. Finalement, la porte s'est ouverte. Marcus y est entré, suivi d'une femme que je ne reconnaissais pas. Elle était vive, portait un blazer bleu marine et tenait un dossier épais. Voici l'agent spécial Diaz, DI. Elle dirige l'enquête financière sur votre frère. Diaz n'a pas souri. Elle s'est assise et a ouvert le dossier. Monsieur Mitchell, les finances de votre frère sont un désastre. Système de Ponzi, dette de jeu et une montagne de défauts de paiement par carte de crédit. Il avait besoin de 20 000 $ immédiatement pour couvrir la fraude à la bague et de 50 000 $ de plus pour rembourser un usurier à Atlantic City. La vente de vos médailles n'était que la partie émergée de l'iceberg. Je m'en doutais, dis-je. Voici le problème, continua Diaz. Nous avons trouvé un virement de 5 000 $ de votre compte au compte de Sébastien il y a 6 mois. Il prétend que c'était votre mise de fonds pour l'opération de vente illégale. C'était pour ses frais de scolarité. Ai-je explosé en me levant. Il a dit qu'il retournait finir son diplôme. J'ai payé l'université directement, mais il a annulé l'inscription et a fait envoyer le remboursement sur son compte personnel. J'ai les emails. Asseyez-vous, aboya Aïe. Je me suis assis, les mains tremblantes de rage. Nous avons vérifié les emails, dit Diaz, sa voix s'adoucissant légèrement. Nous savons qu'il ment à propos des frais de scolarité. Mais les SMS. Il a des textos de vous disant, fais tout ce que tu as à faire pour avoir l'argent. Ne demande juste pas à papa. J'ai fermé les yeux. Je m'en souvenais. Il était sur le point d'être expulsé. Je voulais dire, trouve un travail. Je ne voulais pas dire, commets une trahison. Le contexte est important, dit Aïe. Mais devant un tribunal ou une commission, les SMS peuvent être déformés. Votre famille a engagé un avocat requin. Un type nommé Sterling qui est spécialisé dans l'acquittement des gosses de riches. Il va vous dépeindre comme le cerveau et Sébastien comme le pion involontaire. Pourquoi? Demandai-je. Pourquoi me détruirait-il pour le sauver? Parce que vous êtes celui qu'on peut sacrifier, dit Aïe brutalement. À leurs yeux, vous êtes le soldat. Vous pouvez encaisser le coup. Sébastien est le bébé. Il ne peut pas survivre en prison. Vous le pouvez. C'est là que ça m'a frappé. La vérité absolue de mon existence dans la famille Mitchell. J'étais le bouclier. J'étais l'armure. Et maintenant, ils allaient utiliser ma propre armure pour m'écraser. Que dois-je faire, demandai-je. Aïe se pencha en avant. Vous témoignez. Demain. Le général Vance préside. Il ne se soucie pas des avocats ni des histoires à dormir debout. Il se soucie du Z2QF.
Si vous pouvez prouver que vous connaissiez la valeur de cette puce et que vous l'avez gardée comme votre vie jusqu'à ce qu'elle soit volée, vous êtes libre. S'il y a le moindre doute, vous tombez tous les deux. J'ai passé cette nuit dans un motel bon marché près de la base. Impossible de dormir. Je n'arrêtais pas de penser au regard de papa quand il m'a dit que je n'avais pas de père. Mon téléphone a sonné à 3 heures du matin. Un texto d'un numéro inconnu. C'était une photo, une capture d'écran d'une discussion de groupe nommée « Planification familiale Mitchell ». Elle incluait maman, papa, Sébastien et l'avocat. Sébastien, ne t'inquiète pas, Sterling a dit que si on présente ça comme le SSPT de Connor, le jury sera clément avec moi. Contente-toi de suivre le scénario. Connor m'a donné la boîte. Maman, je déteste lui faire ça, mais on ne peut pas laisser Seb aller en prison. Papa, Connor est fort. Il s'en sortira. Connor a cherché les ennuis. On protège la famille. Sous la photo, il y avait un message. J'ai trouvé ça sur l'iPad de Sébastien avant de le quitter. Réduis-les en cendres. Sarah. J'ai fixé l'image. Des larmes me piquaient les yeux, chaudes et rageuses. Connor est fort. Il s'en sortira. Ils étaient prêts à m'envoyer en prison fédérale parce qu'ils pensaient que j'étais assez fort pour le supporter. J'ai sauvegardé l'image. Je l'ai sauvegardée sur le cloud. Je l'ai envoyée par email à AI. J'en ai fini d'être fort, murmurai-je à la pièce vide. Demain, je vais être dangereux. La salle d'audience du Pentagone ne ressemblait pas à une salle de tribunal à la télévision. Il n'y avait pas de banc des jurés, pas de galerie de spectateurs, juste une longue table polie, un sténographe et un panel de 3 juges militaires. Au centre se tenait le général Vance, un homme dont le visage semblait taillé dans le granit. Sur le côté gauche de la pièce était assis Sébastien, l'air petit et pathétique dans un costume trop grand, flanqué de son avocat, Sterling, et à mon grand effroi, de mes parents. Il ne me regardait pas, papa regardait droit devant lui. Maman regardait ses genoux, tordant un mouchoir. J'étais assis à droite, seul. Pas d'avocat, juste moi. Sterling se leva le premier. Il était suave, onctueux. Il se lança dans un discours sur les malentendus, l'amour fraternel et l'instabilité mentale. Il dépeignit Sébastien comme une victime naïve d'un grand frère manipulateur et traumatisé par la guerre. Mon général, dit Sterling en me désignant du doigt. Monsieur Connor Mitchell a un passif d'intensité. Nous pensons qu'il a donné ces objets à son frère comme un appel à l'aide. Et lorsque la réalité de la transaction s'est imposée, il a paniqué et a blâmé Sébastien. Nous demandons la clémence pour Sébastien, qui essayait simplement d'aider son frère en difficulté. Sébastien essuya une fausse larme. Maman tendit la main et lui tapota la sienne. C'était une performance magistrale. Si je ne connaissais pas la vérité, j'aurais pu y croire. Le général Vance se tourna vers moi. Monsieur Mitchell, avez-vous un représentant? Non, mon général, dis-je en me levant. Je parle pour moi-même. Très bien. Vous avez entendu les accusations. Avez-vous donné la boîte contenant HUMZ2QF à votre frère? Non, mon général. Pouvez-vous le prouver? Demanda Vance. C'est sa parole contre la vôtre, et vos parents semblent corroborer son histoire. Je regardais mes parents. Papa croisa enfin mon regard. Son regard était dur, m'avertissant de reculer. Prends la responsabilité, Connor. Fais-le pour la famille. Je fouillai dans ma poche et sortis une clé USB. Mon général, j'ai soumis de nouvelles preuves au major il y a 3 heures ce matin. Puis-je les présenter? Sterling bondit. Objection. Nous n'avons pas vu ces preuves. Asseyez-vous, maître, grogna Vance. Ce n'est pas un tribunal civil. Je verrai tout ce que je veux. Affichez-les. L'écran sur le mur s'anima. C'était la capture d'écran que Sarah m'avait envoyée. La discussion de groupe. Connor est fort. Il s'en sortira. On protège la famille. La pièce devint silencieuse. L'air sembla être aspiré de l'espace. Je vis la couleur quitter le visage de papa. Maman laissa échapper un petit hoquet et se couvrit la bouche. Sébastien avait l'air sur le point de vomir. J'ai aussi les dossiers financiers, dis-je, la voix stable, montrant l'achat par Sébastien d'une fausse bague en diamant pour $150 et sa tentative ultérieure de vendre mes médailles pour couvrir la compte d'une vraie.
Il ne s'agissait pas de mon SSPT. Il s'agissait de sa cupidité. Je me tournai vers mes parents. Vous m'avez élevé pour valoriser l'honneur, papa. Vous m'avez dit que la parole d'un homme est sacrée. Mais depuis 20 ans, vous l'avez laissé faire. Je pointai du doigt Sébastien. Vous avez réparé ses dégâts. Vous avez payé ses dettes. Et maintenant, vous étiez prêt à me laisser, moi, votre fils qui a servi ce pays, qui a saigné pour lui, aller en prison pour trahison, juste pour qu'il n'ait pas à faire face aux conséquences de sa propre vanité. Connor, sanglota maman en tendant la main. Non, dis-je. Ne le faites pas, le général Vance s'éclaircit la gorge. Le son fut comme un coup de tonnerre. Frank Mitchell. Le général s'adressa à mon père. Vous êtes un ancien combattant, n'est-ce pas? Papa se leva, tremblant. Oui, mon général. Armée de terre. De 1985 à 1989. Alors vous savez ce qu'est un localisateur de force alliée? Oui, mon général. La médaille que votre fils Sébastien a vendue. La Z2QF contient une puce biométrique de nouvelle génération utilisée pour extraire les agents en couverture profonde. En la vendant à Henderson, qui a des liens connus avec les services de renseignement étrangers, votre fils n'a pas seulement vendu de l'étain. Il a vendu les clés de la porte dérobée des opérations spéciales américaines. Vance se pencha en avant. Si cette puce avait quitté le pays, chaque agent au Levant aurait été compromis. Y compris les hommes avec qui votre fils Connor a servi. Papa s'affaissa sur sa chaise. Il ne savait pas. Il ne connaissait vraiment pas la gravité de la situation. Il pensait juste que c'était une médaille. Mais voici le rebondissement, dit Vance, un sourire cruel effleurant ses lèvres. Il regarda Sébastien. L'acheteur, Henderson. Il ne l'a pas seulement acheté. Il s'est retourné contre vous, fiston. Pour négocier un accord pour ses propres chefs d'accusation. Il nous a donné les enregistrements de vos appels téléphoniques avec lui. Vance fit un signe de tête au technicien. L'audio retentit dans les haut-parleurs. La voix de Sébastien, ouais, écoute, c'est du vrai matos. Mon frère est un loser. Il le garde dans un placard. Il ne remarquera même pas que ça a disparu. Donne-moi juste le cash. Je dois payer cette location de Lucide avant le mariage. La voix de Henderson, tu es sûr qu'il ne le signalera pas? La voix de Sébastien, Connor, s'il te plaît. C'est une carpette. Il fait tout ce que mes parents lui disent. S'il fait des histoires, mon père le fera taire. Envoie juste l'argent. Mon père le fera taire. L'enregistrement prit fin. Je regardais papa. Il fixait Sébastien avec un regard d'horreur pure. Le masque était enfin tombé. L'enfant prodige n'était pas seulement espiègle. Il était malveillant. Il considérait son père non pas comme un patriarche, mais comme un outil pour réduire ses victimes au silence. Monsieur Mitchell, me dit le général Vance. Les charges contre vous sont abandonnées. Vous êtes entièrement innocenté. Votre habilitation de sécurité est rétablie avec effet immédiat. Il se tourna vers Sébastien. Sébastien Mitchell, vous êtes par la présente placé en détention fédérale. Vous êtes accusé de vol de biens gouvernementaux, de trafic de matériel classifié et de fraude électronique. Et comme vous l'avez vendu à travers les frontières de l'État, vous risquez un minimum de 10 ans. Papa, cria Sébastien alors que les policiers militaires s'avançaient. Papa, fais quelque chose. Il mente. C'est un deepfake. Papa ne bougea pas. Il resta assis, figé, regardant la table. Papa, gémit Sébastien alors qu'on le menottait. Frank Mitchell leva lentement la tête. Il regarda Sébastien. Puis il me regarda. Ses yeux étaient humides, rougis, et remplis d'une honte écrasante. Je n'ai pas de fils, murmura papa. Mais cette fois, je savais qu'il ne s'adressait pas à moi. Le couloir à l'extérieur de la salle d'audience était silencieux. La tempête était passée, ne laissant que des décombres. J'ai signé les derniers papiers avec le majorail. Il m'a serré la main. Tu as fait ce qu'il fallait, Connor. Ce n'est jamais facile de couper la branche pourrie quand c'est votre propre chair et votre propre sang. Non, mon général, ce n'est pas facile. J'ai marché vers la sortie. Mes parents étaient assis sur un banc près des ascenseurs.
Ils avaient l'air d'avoir 10 ans de plus que ce matin. Maman pleurait silencieusement dans un mouchoir. Papa fixait le sol, ses mains se joignant et se déjoignant. J'aurais pu passer devant eux. J'aurais dû passer devant eux. Mais je me suis arrêté. Papa leva les yeux. Il essaya de se lever, mais ses jambes semblaient faibles. Connor. Frank, dis-je. Je ne pouvais pas l'appeler papa. Plus maintenant. Nous ne savions pas, balbutia-t-il. À propos de la puce, à propos de ce qu'il a dit sur la bande. Nous pensions. Vous pensiez que j'étais le méchant, dis-je. Parce que c'était plus facile que d'admettre que vous aviez élevé un criminel. C'est ton frère, murmura maman en levant les yeux avec des yeux suppliants. Il est malade, Connor. Il a besoin d'aide. Peut-être que si tu parles au juge. J'ai ri. C'était un son froid et sec qui résonna dans le hall de marbre. Il n'est pas malade, maman. C'est un narcissique, et vous avez nourri ce narcissisme chaque jour de sa vie. Vous m'avez privé d'affection pour le nourrir en excès. Et regardez où ça l'a mené. Nous t'aimons, Connor, dit papa, la voix brisée. Nous avons fait une erreur. Une erreur, c'est d'oublier d'appeler pour un anniversaire, dis-je. Conspirer pour accuser votre fils d'un crime fédéral afin de sauver l'autre. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. J'essayais de protéger la famille, cria papa, un éclair de son ancienne colère revenant. Qu'est-ce qu'un père est censé faire? Un père est censé apprendre à son fils la différence entre le bien et le mal, dis-je. Vous avez appris à Sébastien qu'il pouvait tout faire et que vous paieriez la facture. Eh bien, la facture est enfin arrivée, Frank. Et je ne la paie pas, je me suis tourné pour partir. Connor, s'il te plaît, appela papa. Si tu pars maintenant, nous n'avons personne. Sébastien est parti. Sarah nous poursuit pour les frais du mariage, les factures d'avocat. Nous pourrions perdre la maison. Ça a l'air d'être votre problème, dis-je par-dessus mon épaule. Si tu pars, dit papa, la voix tremblante, ne reviens pas. Ne viens pas à mes funérailles. Je me suis arrêté. Je ne me suis pas retourné. Ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas, je suis sorti sous le soleil éclatant de décès. J'ai sorti mon téléphone. 47 appels manqués de maman. 12 messages vocaux de papa. Je suis allé dans les paramètres, bloquer l'appelant. Puis j'ai appelé Sarah. Allô? Sa voix était faible. C'est Connor. C'est fini. Il est en détention. Je sais, dit-elle. Je suis chez tes parents. Je fais mes valises. La police est là, saisissant ses biens. Ils prennent l'électronique. Connor, j'ai trouvé le reçu de la bague. Il l'a payé $149. Je sais, Sarah. Je suis désolé. Tu n'as rien à te reprocher, dit-elle. Tu m'as sauvé. Si cela ne s'était pas produit, je l'aurais épousé la semaine prochaine. J'aurais lié ma vie à cette encre. Tu es libre maintenant, dis-je. Toi aussi, Connor, répondit-elle. Toi aussi. J'ai raccroché. J'ai marché jusqu'à mon camion. Mon Ford F-150 usé, fiable et payé. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et je me suis inséré dans la circulation. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai juste conduit. J'ai pensé à la boîte vide dans le placard. Les médailles avaient disparu, conservées comme preuve. Je les récupérerai peut-être dans 1 an, peut-être 2. Mais j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je n'avais plus besoin des médailles. Les médailles étaient la preuve que j'avais servi. La preuve que j'avais enduré. Je venais de survivre à la bataille la plus difficile de ma vie. Là, dans une salle de conférence, avec ma propre famille. Et j'avais gagné. J'étais seul. Pas d'héritage qui m'attendait. Pas de dîner de famille, pas de filet de sécurité. Mais pour la première fois de ma vie, la route devant moi était grande ouverte. Et le rétroviseur, il était vide. 2 ans. C'est 730 jours. Pendant ce temps, je n'ai pas échangé un seul mot avec Frank ou Linda Mitchell. Je ne les appelle plus maman et papa. Pas même dans l'intimité de mes pensées. Ces titres se méritent. Et ils y ont renoncé au moment où ils se sont assis dans cette salle d'audience et ont essayé d'échanger ma liberté contre le confort de Sébastien.
Ma vie est très différente maintenant. Je ne travaille plus au sous-sol de Boeing, à fixer du code. J'ai un bureau d'angle avec vue sur le Potomac. La plaque sur la porte indique « Connor Mitchell, directeur national, initiative de récupération des honneurs perdus ». Après l'audience, le général Vance ne m'a pas seulement innocenté, il m'a offert un emploi. Il a réalisé qu'il y avait une lacune énorme dans le système, des milliers d'anciens combattants dont la bravoure volée était vendue sur le marché noir, comme la mienne. Il avait besoin de quelqu'un qui comprenait personnellement la douleur de ce vol. Quelqu'un qui avait l'habilitation de sécurité pour retrouver les objets et la ténacité pour naviguer dans le labyrinthe bureaucratique. Il m'a choisi. C'est ironique. Mes parents ont toujours dit que Sébastien était celui destiné à la grandeur, celui qui aurait le grand bureau et le titre important. Ils ont misé la maison sur lui, littéralement, et ils ont perdu. J'ai appris la saisie de la maison par un système de notification tiers que j'avais mis en place. C'est un outil de vérification d'antécédents standard que j'utilise pour le travail, mais j'avais gardé une balise passive sur le nom Mitchell. 6 mois après que Sébastien soit allé en prison, la banque a saisi la maison à Auburn. Les frais d'avocat pour Sterling, l'avocat hors de prix qu'ils avaient engagé pour m'accuser, les ont ruinés. De plus, Sarah les a poursuivis pour les frais du mariage et a gagné. Je me souviens d'avoir fixé l'écran lorsque la notification est apparue. Propriété saisie, vente aux enchères en attente. Je n'ai rien ressenti. Pas de joie, pas de justification, juste une reconnaissance creuse de cause à effet. Ils ont passé leur vie à acheter la sortie des ennuis à Sébastien, et finalement, le prix est devenu plus élevé qu'ils ne pouvaient payer. Un mardi matin, mon assistante, une jeune femme vive nommée Chloé, a sonné à mon interphone. Monsieur Mitchell, une femme est ici pour vous voir. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle dit que c'est personnel. Elle s'appelle Sarah. J'ai fait une pause. Je n'avais pas vu Sarah depuis le jour où la police avait perquisitionné la maison. Faites-la entrer. Quand Sarah est entrée, je l'ai à peine reconnue. La fille timide et anxieuse qui avait l'habitude de se ratatiner sous les commentaires passifs-agressifs de ma mère avait disparu. À sa place se trouvait une femme portant un tailleur d'affaires, ses cheveux coupés en un carré net. Elle avait l'air forte. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait traversé le feu et en était sorti fait d'acier. « Connor », dit-elle en tendant la main. « Tu as l'air en forme. Le costume te va mieux que l'uniforme. »« Ça fait un moment, Sarah », dis-je en lui faisant signe de s'asseoir. « Tu as l'air de prospérer. »« C'est le cas », sourit-elle. Mais c'était un sourire sérieux. « Je suis agent immobilier maintenant, dans les 10% les plus performants de l'État. Il s'avère que la colère est une sacrée motivation. » Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une enveloppe. Elle l'a fait glisser sur le bureau en acajou. « Qu'est-ce que c'est ? » Ouvre. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque à mon nom. Le montant était de $10 000. J'ai levé les yeux, confus. « Sarah, je ne comprends pas, c'est la moitié, dit-elle. Je sais que Sébastien a volé tes médailles pour acheter une fausse bague pour me tromper, mais je sais aussi qu'il t'a volé pendant des années avant ça. J'ai fait le calcul de certains des prêts que tu lui as accordés, qu'il prétendait être pour nous, pour des meubles, pour des voyages. Nous n'avons jamais fait ces voyages, Connor. Il a tout dépensé au jeu et en voiture. Je ne peux pas tout te rembourser. Mais ça, c'est ma pénitence pour avoir été aveugle. Je lui ai rendu le chèque. Tu ne me dois rien. Tu étais aussi une victime. Il t'a arnaqué aussi durement qu'il les a arnaqués. Non. Elle le repoussa, les yeux féroces. J'ai besoin que tu le prennes. Pas pour toi, mais pour moi. J'ai besoin de savoir que j'ai soldé les comptes. Je lui ai rendu visite, tu sais. Mon souffle se coupa. Tu as rendu visite à Sébastien ? Le mois dernier, à l'établissement correctionnel fédéral de Danbury. Elle se pencha en arrière, croisant les jambes. Il a l'air terrible. Les autres détenus, ils n'aiment pas les narcissiques. Il travaille à la blanchisserie pour 12 cents de l'heure. A-t-il demandé de mes nouvelles ? Sarah rit. Un son sec. C'est tout ce dont il a parlé. Il te blâme pour tout. Il dit que tu l'as piégé. Il dit que tu as corrompu le général. Il m'a dit que quand il sortira, il te poursuivra pour diffamation. Il est délirant, Connor. Il est là-dedans depuis 2 ans et il n'a rien appris.
Il se prend toujours pour le personnage principal. Et mes parents? Demandai-je. La question m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. L'expression de Sarah s'adoucit. Ils lui rendent visite tous les dimanches. Ils conduisent une vieille Honda Civic de 2005 maintenant. Ils vivent dans un petit appartement en location dans le mauvais quartier de la ville. Ton père a eu un léger AVC l'année dernière. Il marche avec une canne. J'ai regardé par la fenêtre la rivière Potomac, observant l'eau grise s'agiter. Un AVC, une location, une voiture en panne. Ont-ils parlé de moi? Ta mère parle de toi, dit Sarah doucement. Elle dit aux gardes que tu es un haut fonctionnaire du gouvernement. Elle se vante de ton titre. Elle agit comme si elle était fière de toi. J'ai serré la mâchoire. Bien sûr qu'elle le faisait. Même dans leur ruine, ils essayaient de voler mon succès pour polir leur propre image. Ils m'ont renié quand j'étais un fardeau. Mais maintenant que j'étais un atout, ils voulaient en revendiquer la propriété. Mais ton père, hésita Sarah. Il l'a fait taire. Il lui interdit de prononcer ton nom. Il dit que tu es mort pour lui. Il dit que tu as détruit la famille. Il a raison, dis-je en me retournant vers elle. J'ai détruit la famille. J'ai brûlé le mensonge pour que la vérité puisse respirer. Et je le referai. Sarah se leva. Elle laissa le chèque sur le bureau. Prends l'argent, Connor. Fais en don à ton initiative si tu n'en veux pas, mais ne me le renvoie pas. J'en ai fini avec le passé. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Tu sais, ce jour-là à l'audience, quand tu leur as tenu tête, c'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Tu n'as pas seulement sauvé ta carrière, tu m'as sauvé d'épouser un monstre. Merci. Après son départ, j'ai pris le chèque. Je l'ai regardé pendant longtemps. Puis je l'ai endossé et j'ai écrit une note à notre service financier. Dont au fonds de défense juridique pour les anciens combattants accusés à tort par des membres de leur famille. C'était comme boucler la boucle. Mais le vrai test est arrivé 3 jours plus tard. C'était un vendredi soir. Je rangeais ma mallette, impatient de passer un week-end à la pêche dans un chalet que j'avais acheté. Un véritable investissement, pas une arnaque à la crypto. Mon téléphone portable personnel a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais l'indicatif régional était d'Auburn. D'habitude, je laisse les numéros inconnus aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose, peut-être l'intuition, peut-être le résidu de la visite de Sarah, m'a poussé à répondre. Ici Connor. Monsieur Mitchell, ici le docteur Evans de l'hôpital général d'Auburn. Ma prise sur le téléphone se resserra. Oui. Je vous appelle concernant votre père, Frank Mitchell. Il a été admis aux soins intensifs. Événement cardiaque massif. Son pronostic est très mauvais. Il pourrait ne pas passer la nuit. La pièce devint silencieuse. Le bourdonnement de la climatisation sembla disparaître. Votre mère est ici, continua le médecin. Elle m'a demandé de vous appeler. Elle vous supplie de venir. Elle dit qu'il veut arranger les choses. Je suis resté là, figé. C'était le moment que tous les films et livres vous préparent. La réconciliation sur le lit de mort, le pardon en larmes, le moment où le patriarche mourant réalise ses erreurs et où le fils se précipite à son chevet pour entendre ces mots magiques, « Je t'aime ». Je suis désolé. J'ai pensé à l'homme qui m'a appris à faire du vélo. J'ai pensé à l'homme qui m'a emmené à la pêche. Mais ensuite, j'ai pensé à l'homme qui s'est assis dans une salle d'audience et a regardé son avocat me traiter d'instable mentalement. J'ai pensé à l'homme qui a dit « Je n'ai pas de fils, parce que je n'ai pas laissé mon frère commettre une trahison ». J'ai pensé à l'homme qui valorisait son image plus que mon intégrité. M. Mitchell, êtes-vous là? Demanda le médecin avec urgence. Nous pouvons le garder confortable, mais le temps est compté. Je suis là, dis-je. Ma voix était stable, plus stable que je ne l'attendais. Je me suis dirigé vers la fenêtre. J'ai regardé la ville de Washington DC, la ville où j'avais construit une vie basée sur l'honneur, la vérité et le service. Dites à Madame Mitchell que j'ai reçu le message, dis-je. Alors, quand pouvons-nous vous attendre? Je dois mettre votre nom sur la liste des visiteurs. J'ai pris une profonde inspiration. Ce n'était pas une inspiration d'hésitation. C'était une inspiration de libération. Vous n'avez pas besoin d'ajouter mon nom, dis-je.
Je ne viendrai pas, il y eut un silence stupéfait à l'autre bout. Monsieur, il est mourant. C'est votre père. Mon père est mort il y a 2 ans dans une salle d'audience au Pentagone, dis-je. L'homme dans ce lit n'est qu'un étranger qui partage mon nom de famille. Veuillez lui transmettre mes meilleurs vœux pour un passage sans douleur. Au revoir, docteur. J'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré. J'ai attendu que la culpabilité me frappe. Le poids écrasant de l'attente sociétale qui dit que vous devez honorer vos parents quoi qu'il arrive. Mais elle n'est pas venue. Au lieu de cela, je me suis senti plus léger. J'ai réalisé que le pardon ne signifie pas retourner sur les lieux de l'abus. Le pardon ne signifie pas offrir son cou au bourreau une dernière fois juste parce qu'il est mourant. J'ai pris ma mallette. Je suis sorti de mon bureau. J'ai fait un signe de tête au gardien de sécurité dans le hall. Je suis monté dans mon camion. Je n'ai pas conduit jusqu'à l'hôpital. J'ai conduit jusqu'à la rivière. J'ai lancé ma ligne dans l'eau et j'ai regardé le soleil se coucher. J'étais un orphelin par choix. Et pour la première fois de ma vie, j'étais totalement en paix. 2 semaines après l'appel téléphonique, une petite enveloppe est arrivée à mon bureau. Pas d'adresse de retour, juste un programme de funérailles en mémoire affectueuse de Frank Mitchell. Je l'ai ouvert. Il y avait une photo de papa d'il y a 20 ans, portant son uniforme, l'air fort et fier. En dessous, dans la section « Lui survive », il était écrit « Son épouse bien-aimée Linda et son fils Sébastien ». Mon nom n'y était pas. Même dans la mort, il restait fidèle au mensonge. Il m'avait effacé. J'ai regardé le programme et j'ai ressenti une étrange pitié. Pas pour moi, j'étais libre. Mais pour lui. Il était mort en protégeant un fantasme. Il était mort en s'accrochant à une rancune contre la seule personne de sa vie qui lui ait jamais dit la vérité. J'ai déchiqueté le programme. Je n'ai pas regardé le papier se transformer en confetti. Je l'ai juste jeté à la poubelle et je suis retourné au travail. J'avais une réunion avec un sénateur concernant le financement de notre initiative. C'était réel. C'était important. Plus tard dans l'après-midi, Marcus Hay est entré dans mon bureau. Il portait son uniforme de cérémonie, une vision rare pour un agent de terrain. Il tenait une petite boîte en bois poli. « Tu as 1 minute, Connor ? » ?»« Pour vous, toujours. » Il a posé la boîte sur mon bureau. Ce n'était pas la vieille boîte en chêne du placard de mon enfance. Celle-ci était en acajou incrusté du sceau du ministère de la Défense. « Nous avons fini de traiter les preuves de l'affaire Henderson, » dit Marcus. « L'équipe juridique a autorisé la restitution des biens personnels ce matin. J'ai pensé que tu devrais les récupérer. » J'ai fixé la boîte. Pendant 2 ans, j'avais pensé à ce moment. Je pensais que je ressentirais une vague de victoire. Je pensais que récupérer mes médailles serait la dernière pièce du puzzle, la restauration de mon âme. J'ai tendu la main et j'ai ouvert le loquet. Elles étaient là. Les rubans étaient neufs, remplacés par l'armée parce que les anciens étaient en lambeaux. Le métal brillait sous les lumières du bureau, et là, au centre, se trouvait le remplacement du Z2QF, une médaille de citation standard, dépouillée de la puce classifiée, juste un symbole maintenant. Elles étaient belles. Elles étaient parfaites. Et elles me semblaient lourdes. Ils les ont bien nettoyées, dit Marcus. Ouais, murmurai-je. J'ai passé un doigt sur la purpelate. On dirait qu'elles sont neuves. Elles le sont, dit Marcus. Mais l'histoire ne l'est pas, j'ai levé les yeux vers lui. Marcus était devenu plus un père pour moi en 2 ans que Frank ne l'avait été en 30. Il m'avait poussé, mis au défi et m'avait fait confiance. Je ne pense pas vouloir les garder ici, dis-je. Pourquoi pas? Tu les as mérités. C'est vrai. J'ai hoché la tête. Mais en les regardant, tout ce que je vois, c'est le prix. 250 $. C'est ce que mon frère pensait que ma vie valait. C'est ce que mes parents pensaient que mon service valait. C'est leur problème, Connor. Pas le tien. Je sais, dis-je. Mais je n'ai plus besoin d'elle dans une boîte pour savoir qui je suis. Avant, je m'accrochais à ça parce que c'était la seule preuve que je comptais. J'avais besoin que le gouvernement me dise que j'étais un héros parce que ma famille me disait que j'étais un zéro. Mais maintenant. J'ai regardé autour de mon bureau. J'ai regardé les photos sur le mur. Des photos de moi remettant des médailles retrouvées à des veuves en larmes.
des photos de moi avec des anciens combattants dont les noms avaient été lavés grâce à mon travail. Maintenant, je sais que je compte, dis-je. Je n'ai pas besoin du bronze pour le prouver. Alors, qu'est-ce que tu vas en faire? Venez avec moi, dis-je. Nous avons conduit jusqu'au cimetière national d'Arlington. Ce n'était pas loin. Le ciel était de cette nuance spécifique de gris ardoise qu'on ne voit qu'à Dessay en novembre. L'air était vif, sentant les feuilles mortes et la pluie. Nous avons marché le long des rangées infinies de pierres blanches, la géométrie du sacrifice. Nous ne sommes pas allés à une tombe spécifique. Nous sommes allés à la tombe des inconnus. Nous sommes restés là, à regarder la sentinelle faire les 100 pas 21 pas, tourner, 21 secondes, revenir. Perfection, dévouement. Je tenais la boîte dans mes mains. Tu sais, dis-je à Marcus, en gardant la voix basse. En grandissant, j'étais l'enfant de verre. Tu connais ce terme? Il est utilisé pour les frères et sœurs en bonne santé d'enfants malades, mais il s'applique aussi à des familles comme la mienne. Sébastien était le malade. Malade de besoin, malade d'ego. Mes parents ont dépensé toute leur énergie à regarder à travers moi pour le voir, lui. J'étais transparent. Je faisais partie des meubles. Marcus hocha la tête. Et maintenant je réalise que le verre est solide, dis-je. Il peut être par balle si on le trempe correctement. Et si on le brise, il coupe. Je me suis dirigé vers le centre des visiteurs voisins, où les familles pouvaient faire don de souvenirs pour la préservation historique. Je ne voulais pas enterrer les médailles. Je ne voulais pas les cacher. J'ai rempli les papiers. Don de Connor Mitchell, USAF, à la retraite. J'ai tendu la boîte au conservateur. Gardez-les en sécurité, dis-je. Laissez les gens les voir. Qu'ils sachent que le service, c'est ce que l'on donne, pas ce que l'on prend. En retournant au camion, j'ai senti un changement physique dans ma poitrine. Le poids avait disparu. Tu as fait une bonne chose, dit Marcus. Ton frère est en cellule. Ton père est sous terre. Et toi? Tu ne fais que commencer. Ouais. J'ai souri. Et cette fois, c'était un vrai sourire. Il a atteint mes yeux. Je ne fais que commencer. J'ai regardé mon téléphone une dernière fois. J'ai ouvert la liste des numéros bloqués. J'ai vu l'historique des appels de maman. J'ai appuyé sur « Tout supprimer ». Puis j'ai jeté le téléphone dans la console centrale et je me suis tourné vers Marcus. « Et, tu as faim? Je connais un endroit qui fait les meilleures côtes levées de Dessay. C'est ma tournée. Je viens de recevoir une prime de promotion. Montre le chemin, directeur, sourit Marcus. J'ai mis le camion en marche et je suis sorti des grilles du cimetière. Je n'ai pas regardé les tombes. Je n'ai pas regardé le passé. Le pare-brise est plus grand que le rétroviseur pour une raison. Je m'appelle Connor Mitchell. J'ai perdu un frère que je n'ai jamais vraiment eu. J'ai perdu des parents qui ne m'ont jamais vraiment vu. Mais dans le feu de cette perte, j'ai forgé une vie qui est incassable. Et ça, c'est une médaille que personne ne pourra jamais vendre.